Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. L'abrogation des retraites, c'est le texte principal de votre grande journée annuelle de niche parlementaire à la France Insoumise. Mais c'est un symbole, même si c'est voté aujourd'hui, où il y a toutes les chances que le Sénat, en majorité à droite, ne suive pas. Pourquoi ne pas le dire clairement ? De quoi ? Que ça n'ira pas au bout. Mais pourquoi ça n'irait pas au bout ? Je vais vous dire, vous avez une réforme des retraites qui n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale, puisque ce texte a été passé en force contre l'immense majorité du peuple français. Vous avez des grèves historiques qui ont été faites au moment du passage en force de cette réforme des retraites. Vous avez depuis des élections dans lesquelles les macronistes ont été battus 2 fois aux élections européennes et aux élections législatives, et l'abrogation de la retraite à 64 ans a gagné les élections à ce moment-là. Donc tôt ou tard, nous réussirons à abroger cette réforme des retraites. Alors qu'est-ce qui se passe parce qu'il va y avoir beaucoup d'obstructions aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup d'obstructions. Pour que les gens comprennent. Il se trouve que les macronistes ont déposé 1000 amendements dans le cadre de notre niche. D'habitude, les niches sont un moment en quelque sorte sacré dans la démocratie parlementaire, où par exemple, nous ne mettons pas de motion de rejet sur les textes pour laisser la discussion se faire, quitte à ce que les textes soient rejetés ou adoptés. Et là, du coup, vous avez un nouveau coup de force qui est fait, après l'avoir passé par 49.3 de force, où on essaye de nous empêcher d'arriver au vote des retraites. Vous avez lancé un appel collectif d'ailleurs avec des universitaires associatifs pour qu'ils retirent ces amendements. Est-ce qu'ils vous ont répondu depuis hier ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, mais nous allons voir comment ça se passe dans l'hémicycle. Il y a effectivement 2500 personnalités du monde associatif, syndical, politique, d'artistes, d'universitaires qui appellent les macronistes à laisser cette loi être débattue et votée. Et il y aura un rassemblement à 19h à Invalides pour celles et ceux qui peuvent être là pour justement appeler à ce que la souveraineté populaire soit respectée. Et si ça ne va pas au bout, vous représenterez votre texte à une autre occasion ? Vous savez, lorsque un texte se termine, vous pouvez le reprendre exactement au même endroit dans une autre niche parlementaire. Je veux redire, parce que je vois des esprits un peu malins qui expliquent que comme nous aurions fait ce que nous avions appelé une grève du zèle au moment de la réforme des retraites, eh bien ce serait en quelque sorte la monnaie de notre pièce. Ça n'a rien à voir. C'est pas un petit peu exact. Alors, quand même. Comment ? C'est pas un petit peu exact quand même. Je veux dire, c'est votre stratégie finalement qu'ils utilisent. Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une différence entre un texte du gouvernement qui peut rajouter du temps à l'examen de son texte et une niche parlementaire qui, pour que tout le monde comprenne bien, commence à 9h et termine à minuit, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Bon, ça c'est la première chose. Et je rappelle que le droit de choisir une fois dans l'année l'ordre du jour de l'Assemblée est un droit constitutionnellement garanti pour les groupes d'opposition et les groupes minoritaires. Mais il y a une deuxième chose. Il y a une différence fondamentale de faire de l'obstruction pour défendre la souveraineté populaire, quand 93% des actifs sont opposés à une réforme qui leur vole 2 ans de vie, lorsque l'ensemble des syndicats sont contre, lorsque ce sont les plus grandes manifestations depuis 50 ans, et de faire de l'obstruction pour cette fois-ci empêcher la souveraineté populaire, alors qu'elle a redit très clairement que le peuple, dans son immense majorité, était toujours pour l'abrogation de cette réforme injuste. Pourquoi avoir absolument tenu à abroger non seulement le texte Borne pour le retour à un départ à 62 ans, mais aussi le texte Touraine, donc l'ancien ministre de François Hollande, pour revenir à 42 annuités au lieu de 43, à part pour gêner les socialistes ? Non, nous l'avons fait pour nous rapprocher le plus possible. Donc, lorsque nous abrogeons la retraite de 64 ans pour revenir à 62 ans, pour revenir le plus possible à l'âge de 62 ans, il nous semblait important d'avoir aussi un travail sur les annuités. Et donc, c'est la manière de faire pour que ça arrive le plus possible proche de 62 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et d'ailleurs, c'est des discussions qui sont y compris publiques, puisqu'ils l'ont dit publiquement, c'est que le Parti socialiste l'a dit, quel que soit le texte, que ça soit abrogation de la réforme Touraine ou abrogation de l'accélération de la réforme Touraine, ils le voteront. Donc il n'y a pas de sujet sur cette question. Avec le sujet quand même à la fin du coût que ça représente pour les finances publiques dans le contexte que l'on sait. Oui, et nous avons fait récemment, à l'initiative de Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, et de Charles de Courson, rapporteur général du budget, une conférence de financement avec les syndicats. Nous appelons depuis des mois à ce que le gouvernement en fasse de même, avec de nombreuses pistes de financement. D'ailleurs, je ne vous l'apprends pas, et ça va répondre aussi à la fin de votre question. Nous ne sommes pas, nous, favorables à la retraite à 62 ans. Nous sommes favorables à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et nous avions fait un plan de financement complet que chacun et chacune peut aller voir.
Il faut en venir au budget parce que c'est évidemment l'autre gros sujet du moment. La CMP, la réunion des 7 sénateurs et 7 députés hier a été conclusive, ce qui veut dire que le projet de budget de la Sécu a été validé, y compris par les élus Renaissance. On se dirige donc vers un 49-3, puisque Michel Barnier n'aura pas de majorité dans l'hémicycle. Les députés RN se réunissent cet après-midi, mais ça semble assez clair qu'ils sont plutôt sur l'option de la voter, encore que vous allez nous dire si c'est votre avis. Selon vous, le gouvernement tombe la semaine prochaine ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les députés et sénateurs qui étaient dans la commission mixte paritaire n'aiment pas beaucoup M. Barnier. Parce qu'ils ont fait un texte qui est invotable par l'Assemblée. Mais c'est pas une question personnelle. J'explique. Oui, enfin, ce qui donne à peu près à coup sûr le fait que ce gouvernement tombera très probablement la semaine prochaine, au pire le 20 décembre. J'explique ce qui a été fait dans cette commission mixte paritaire, où donc les sénateurs et les députés doivent se mettre d'accord sur un texte final sur le budget de la sécurité sociale. D'abord, ils ont aggravé la question de la non-indexation des pensions de retraite. Puisque je rappelle qu'au départ, vous aviez M. Barnier qui disait qu'il y aura une indexation des pensions de retraite qu'en juillet, à 1,8%. Puis ensuite, M. Wauquiez a dit ça sera au 1er janvier de 0,8% et de 0,9%, pardon. Et en juillet, pour les retraites inférieures à 1 500 € bruts, en juillet, il y aura une nouvelle indexation avec un rattrapage sur les 6 premiers mois. Exact. Donc, rattrapage. Donc la note est plus salée pour les retraités. Et cette fois-ci, c'est 1,6%. Pour janvier et juillet. Donc, on est à 0,8. Je dis juste ça pour dire que dans cette commission mixte paritaire, il y a eu une nouvelle baisse qui a été actée des pensions de retraite. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est invotable par le RN, c'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est invotable par tout le monde. Je suis désolée, moi je ne suis pas d'accord pour que les retraités payent les cadeaux qui étaient faits aux plus riches et aux grandes multinationales de ce pays. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont décidé, sorti de nulle part, qu'il y aurait 600 millions d'euros en moins dans l'ONDAM, donc 600 millions d'euros en moins, donc un demi-milliard en moins pour les hôpitaux et les EHPAD. Et là aussi, c'est inadmissible quand on connaît la situation du pays et les millions de gens qui renoncent à se soigner aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de questions sur le même thème. Et après, si le gouvernement tombe la semaine prochaine, comme vous le pronostiquez, Mathilde Panot, le risque, c'est qu'il n'y ait pas de budget ? Non, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, effectivement, si vous n'avez pas de budget à une certaine date, vous avez ce qu'on appelle le shutdown. Et à ce moment-là, les fonctionnaires ne sont plus payés, les musées ferment, les services publics s'arrêtent, etc. La France n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc, contrairement à ce qu'on nous annonce, ça ne va pas être... Ça n'a aucune conséquence. Notamment, dans ce cas, si vraiment il n'y a pas de budget, on reprend le budget de l'année précédente. C'est une loi spéciale, effectivement. Voilà, avec des conséquences sur les impôts, par exemple. Mais une loi spéciale qui permet donc de faire le budget 2024 par 12e. Donc par 12e, on débloque chaque mois. Mais juste, je le redis, dans le cas où Michel Barnier tombe la semaine prochaine ou le 20 décembre, dans tous les cas, il ne passera pas la fin de l'année avec son gouvernement qui n'a aucune base populaire, eh bien, dans ce cadre-là, il peut y avoir une nouvelle discussion budgétaire en janvier. Donc, on peut nous expliquer que ça va être la catastrophe, le chaos, la pluie de sauterelles, l'accident nucléaire, mais la réalité, c'est que nous avons de quoi assurer la continuité de l'État et surtout avoir une nouvelle discussion budgétaire tout début janvier qui permet au nouveau gouvernement, je l'espère du nouveau Front Populaire, de mettre en place un nouveau budget. Alors c'est peut-être pas encore la pluie de sauterelles, mais il y en a qui sont inquiets, ce sont les créanciers de la France qui emprunte pour la première fois depuis hier plus cher, à des taux plus élevés que la Grèce. Est-ce que c'est un problème à vos yeux ? Mais oui, mais écoutez, juste, je voudrais qu'on remette les choses à leur place. Vous avez un président de la République qui a décidé d'une clarification politique après les élections européennes et qui a décidé seul d'une dissolution sur demande du Rassemblement national. Ensuite, il perd les élections et, contrairement à 27 sondages qui donnaient tous l'extrême droite en tête, c'est le nouveau Front Populaire qui arrive en tête. C'était pas ma question de savoir parce qui que était responsable. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rassurer les créanciers de la France. Il décide de mettre un Premier ministre qui fait, en score de forme, 5% aux élections, aux dernières élections. Donc, à un moment, vous ne pouvez pas à la fois nier le résultat des urnes, renier ce qui est sorti du suffrage universel et ensuite avoir une situation budgétaire catastrophique qui sont dues à ça, vous l'avez dit souvent, mais cette question de savoir ce qu'on fait maintenant, demain, si le gouvernement tombe, pour notamment rassurer des créanciers dans un pays où il y a 3200 milliards d'euros de dettes. Ce qu'on fait, c'est qu'on change de politique parce que ceux qui ont fait 1000 milliards de dettes, ce n'est pas nous, je crois. Qui a fait 1000 milliards de dettes dans ce pays ?
C'est Emmanuel Macron et la politique qu'il mène depuis maintenant 7 ans, où on nous explique que ça va ruisseler des plus riches jusqu'aux millions de gens qui sont en train de vivre dans une situation déplorable. Comprenez-vous ce que ça veut dire concrètement dans les corps des gens ? Quand il y a un Français sur 3 qui se prive régulièrement de repas pour pouvoir faire en sorte que leurs enfants mangent. C'est ça dont on est en train de parler. Donc on change de politique. C'est un problème en tout cas pour vous. Depuis maintenant des mois. C'est un problème en tout cas pour vous, ces 3200 milliards d'euros de dette. Je vous pose la question parce que il n'y a pas si longtemps, en 2021 et à nouveau dans la dernière campagne, Jean-Luc Mélenchon et d'autres chez vous disaient cette dette en fait c'est pas un problème, il suffit de la rembourser. Il suffit de ne pas la rembourser. Oui. C'est ce que vous pensez ? Oui, c'est ce que nous pensons. Nous avons d'ailleurs proposé des propositions de loi à l'Assemblée sur cette question. On écrase la dette. Et oui, on gèle la dette, en fait, si on veut être tout à fait exact. Et je redis que ce qui nous empêche aujourd'hui, par des règles absurdes, notamment imposées par la Commission européenne, ce qui nous empêche d'investir dans, notamment, la bifurcation écologique, alors que vous avez vu ce qui s'est passé, notamment en Espagne. Nous sommes dans un moment où le dérèglement climatique et la crise écologique est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle. Nous avons besoin, au contraire, d'investir, et je vais même aller plus loin. Ceux qui décident de faire 60 milliards d'économies pour l'année prochaine, comme le veut le gouvernement Barnier, sont des gens qui sont nuisibles à l'économie française. L'économie française tient dans son PIB à 53% sur la consommation populaire. Quand l'immense majorité des gens doit choisir entre payer son loyer, payer ses factures et je ne sais quoi, eh bien ça s'en ressent énormément sur la consommation populaire. Et d'ailleurs, nous sommes sur un niveau de déconsommation alimentaire qui n'a jamais été vu dans notre pays depuis des décennies. Donc, ce qui permet à l'économie française de tenir et d'être en sorte que, eh bien, elle puisse se redévelopper bien, notamment pour les petites et moyennes entreprises, c'est de relancer la consommation populaire. Et je le dis juste parce que dans notre niche, il n'y a pas que les retraites. Il y a un texte que, du coup, les macronistes veulent nous empêcher d'examiner, qui est le texte sur la question du blocage des prix de l'énergie et des tarifs réglementés, qui est une réponse, là aussi, aux faillites des petites et très petites entreprises qui sont dues à majorité à l'explosion des factures d'énergie. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est sur France Info jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h45. Maureen Suignard. La France risque de décrocher, or il y a un chemin, c'est ce budget, la nouvelle alerte du ministre de l'économie Antoine Armand. Il tente de convaincre. Le Premier ministre peut utiliser le 49.3 pour passer le budget ou celui de la Sécu la semaine prochaine, le faire passer sans vote. Il pourra alors y avoir une motion de censure contre le gouvernement. Antoine Armand se dit prêt à l'instant à des concessions, notamment sur la taxe sur l'électricité. Il y a eu ArcelorMittal, puis Michelin, c'est maintenant Valeo qui annonce un plan social. L'équipementier automobile dit souffrir du ralentissement du secteur, près de 900 postes supprimés dans 8 sites français. Des traces de peste dans des enveloppes en Saône-et-Loire. Plusieurs enveloppes en provenance de l'étranger ont été reçues par un centre de formation près de Dijon. De la poudre blanche à l'intérieur, testée positive à la peste. 6 employés ont été envoyés à l'hôpital par précaution. Le parcours de Lille est au-delà de nos espérances, se réjouit l'entraîneur du LOSC. Nouvelle victoire en Ligue des champions de football face à Bologne, 2-1. Monaco s'est incliné face au Benfica Lisbonne 3-2, mais les deux clubs se rapprochent d'une qualification. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Jérôme Chapuis. Et ce matin, Mathilde Panot, députée LFI du Val-de-Marne, présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale. Parmi les idées qui sont sorties du chapeau dans la bouche de Michel Barnier avant-hier, il y a peut-être, pour trouver de nouvelles ressources, faire contribuer les anciens premiers ministres, puisque les chiffres montrent que en chauffeur, en voiture, en collaborateur, tout ce qui est prévu par l'État pour les aider après leur mandat, ce chiffre a presque 200 000 euros pour certains. Bernard Cazeneuve, Dominique de Villepin et autres. Est-ce que vous êtes favorable à ça ? On peut y réfléchir. Par ailleurs, je comprends très bien que ça choque les gens au moment où on demande à tout le monde de faire des efforts. Je comprends l'émotion que ça crée. J'ai vu la diffusion de visuels sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais vous dire... réserve. Ouais. Enfin, quelle est ma réserve ? Il se trouve que... nous avons notamment, fait adopter la taxe Zuckman sur les milliardaires, sur les 157 milliardaires de ce pays, qui permet de taxer à hauteur de 2% leur patrimoine et de rapporter 13 à 14 milliards dans le budget de l'État. Ensuite, nous avons fait adopter, d'ailleurs, une autre taxe qu'on appelle aussi la taxe Zuckman, qui, elle, permet de faire juste payer réellement les bénéfices réellement réalisés en France aux multinationales qui sont en France, donc elle fait en sorte qu'elles payent réellement leurs impôts, qui rapportent 26 milliards d'euros. Donc, je préfère qu'on soit
sur ces grandes masses d'argent qui permettent un véritable partage des richesses, plutôt que de lancer quelque chose comme ça où nous récupérerions 200 000 euros, ce qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc je trouve que c'est une idée qui est petit bras, voilà, pour répondre. Alors on continue d'examiner les scénarios en cas de chute du gouvernement que vous prédisiez tout à l'heure. Celui où Macron chute, je crois. Alors on va en parler aussi, mais peut-être d'abord quand même ce qui semble vraiment plus probable, c'est-à-dire la chute d'un gouvernement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe au nouveau Front populaire? Qu'est-ce que vous réclamez dans les heures qui suivent? Alors d'abord, donc, nous faisons la censure, c'est le scénario. Nous remettons les choses à l'endroit en disant que la démocratie ne peut pas être gouvernée par ceux qui ont perdu les élections. Et ensuite, nous redisons que nous souhaitons que Lucie Castet soit nommée à Matignon avec un gouvernement du nouveau Front populaire, la base programmatique, le programme du nouveau Front populaire, et ensuite à l'Assemblée des majorités que nous allons chercher texte par texte. Ce dont vos alliés ne veulent plus. Olivier Faure dit non, mais on ne va pas refaire le même film, quoi. Est-ce que vous avez des assurances des autres députés PS qui vous soutiendraient, qui soutiendraient un gouvernement Castet? Ben ça, c'est au Parti Socialiste. Non, mais est-ce que vous avez... Nous, on a fait des discussions. Vous parlez... Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on repart dans le même scénario? Parce que le week-end dernier, il disait qu'il fallait poser la question des conditions d'une non-censure au sein de l'arc républicain. Nous, on a compris que c'était une manière de commencer à rompre avec vous. C'est comme ça que vous l'avez compris? Bah oui, d'ailleurs c'est pour ça, nous on lui a dit assez directement. Moi quand j'entends certains porte-parole du Parti Socialiste, Boris Vallaud notamment, mais pas que, qui expliquent qu'il faudrait aller voir les groupes du socle commun pour, pourquoi pas avoir comme un accord de non-censure, faire gouvernement avec eux ou je ne sais quoi. Pour nous, évidemment, c'est une rupture du nouveau Front populaire, c'est une rupture vis-à-vis des électeurs et des électrices sur le programme sur lequel ils nous ont élus, qui est, je le rappelle, en opposition radicale et complète avec la politique d'Emmanuel Macron, et donc il est hors de question de faire quelque chose avec le socle commun. Donc nous l'avons dit très clairement, et je le dis d'autant plus que vous avez peut-être entendu M. Darmanin qui, dans un tweet hier, appelait à aller voir... à tendre la main au Rassemblement national sur certaines mesures. Aux députés du Rassemblement national pour qu'ils ne le censurent pas. Donc vous avez déjà un gouvernement qui tient, grâce à l'abstention de Marine Le Pen à la motion de censure, qui vote contre la destitution, et maintenant on voudrait encore plus formaliser ça. Donc j'ose espérer que Philippe Brun et d'autres ne veulent pas s'allier avec M. Darmanin qui veut s'allier avec le RN. Qu'est-ce qui est le plus solide aujourd'hui? C'est le gouvernement Barnier ou c'est le nouveau Front populaire? Le nouveau Front populaire, de manière extrêmement claire. Malgré tout ce qu'on a dit sur les socialistes qui n'ont pas l'air tout à fait... Écoutez, les socialistes prendront leurs responsabilités, mais je rappelle que nous sommes 193 députés du nouveau Front populaire. La nécessité d'un accord de non-censure avec d'accord, des compromis. Elle est un peu inévitable. Les compromis, ce que nous avons dit depuis le début, c'est que les compromis devaient se faire à l'Assemblée. Et d'ailleurs, nous avons montré dans les débats budgétaires que nombre de nos amendements, qui ont gagné du coup une majorité, j'en citais deux tout à l'heure, sont possibles d'obtenir des majorités. Alors je me permets de vous contredire parce que vous dites depuis le début, mais au tout début, on a tous en tête que Jean-Luc Mélenchon a dit tout le programme, rien que le programme. Vous l'avez répété à l'instant. Qui n'était pas un ton de... Voilà. Mais donc ce n'est pas un ton qui inspire le compromis. Vous l'avez répété à l'instant, oui. Tout le programme, rien que le programme. Oui, mais je le répète avec plaisir. Tout le programme, rien que le programme, il n'y a aucun problème. Je vous répète qu'il y a le programme porté par le gouvernement, et c'est le programme, tout le programme. Et ensuite, il y a le travail parlementaire, dont nous avons toujours dit que c'est dans ce travail parlementaire que nous irons chercher des majorités sur les textes et les idées que nous voulons porter, qui par ailleurs, dont beaucoup sont extrêmement majoritaires dans le pays et dans l'Assemblée. Alors, l'hypothèse d'une démission du président de la République, elle est portée désormais aussi au centre, à droite, Jean-François Copé, et on va entendre ici Charles de Courson, le rapporteur du budget, Lyotte, qui a eu ces mots hier sur LCI, avec presque des accents insoumis d'ailleurs. Qui est à l'origine du chaos politique ? C'est bien le président de la République, lorsqu'il a fait cette dissolution que même ses propres amis n'ont pas comprise. Donc vous lui dites ce matin, le seul moyen de sortir de cette crise, Monsieur le Président, c'est de démissionner. Mais bien sûr, qu'il respecte le vote des Français. Depuis que Charles de Courson quitte plus votre collègue Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, c'est Lyotte et les filles, même combat? Il peut y avoir des influences positives entre les gens, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Charles de Courson à l'instant sur le fait qu'Emmanuel Macron est le responsable du chaos politique, qu'aujourd'hui tout le monde comprend que la France a un problème et qu'il s'appelle Emmanuel Macron. Vous avez peut-être vu ce sondage. De l'Élysée. Comment ? Vous l'imaginez sérieusement quitter de lui-même l'Élysée? Vous avez peut-être vu ce sondage que si le gouvernement Barnier tombait, 63% des Français interrogés étaient favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire, le gouvernement Barnier va tomber.
Et il ne restera que 2 solutions à Emmanuel Macron. Soit de nommer Lucie Castet à Matignon, soit de s'en aller. Pourquoi ? Quelle autre solution connaissez-vous que de revenir au vote lorsque nous sommes dans une impasse démocratique dans laquelle le président de la République a toute sa responsabilité ? Certains parlent d'un gouvernement technique. Je ne suis pas d'accord avec un gouvernement technique, ça n'existe pas. Autre sujet d'actualité, Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 31 mars prochain, et dans le contexte que vous décrivez depuis tout à l'heure, où il pourrait y avoir des élections l'année prochaine, législatives, présidentielles, Marine Le Pen inéligible pour les prochaines législatives ou présidentielles, ça changerait quoi ? Ça changerait des choses, il ne faut pas se mentir. Je le dis, Marine Le Pen est une adversaire politique que je combattrai farouchement toute ma vie et que nous continuerons de combattre. Et nous savons depuis longtemps, c'est en tout cas l'analyse que nous en faisons, qu'à la fin, très probablement, le pays aura le choix entre 2 grandes possibilités. Ce sera soit eux, soit nous. Et j'ose espérer que ça sera nous, parce que ce combat est extrêmement important. Vous pensez que la prochaine présidentielle législative, c'est Rassemblement National ou Nouveau Front Populaire ? Oui. Oui, enfin, vous n'avez qu'à voir, vous ne regardez pas à l'Assemblée nationale. Un second tour de la présidentielle, par exemple, ce serait Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon pour vous ? Oui, je pense que nous sommes arrivés dans ce point de bascule où effectivement, il va falloir faire un gros choix. Oui, les 2 personnalités qui sont données comme finalistes à ce stade, c'est Édouard Philippe et Marine Le Pen. Les sondages, je rappelle, juste pour que les gens nous entendent. Non, mais vous nous en citiez d'autres des sondages tout à l'heure. On ne peut pas les utiliser à certains moments. D'accord, mais en fait, il y a des sondages qui sont sur des opinions. Les gens disent oui, non, on s'en sert, bon. Et puis il y a des sondages sur des intentions de vote qui donnent à la fin un résultat qui est concret, réel. 27 sondages pendant les élections législatives anticipées. 27 sondages. Tous sans exception ont donné l'extrême droite en tête. L'extrême droite est arrivée 3e et c'est le Nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Donc ils se sont tous trompés. Et ce que vous voyez dans l'élection états-unienne notamment, c'est que là aussi, si vous écoutez les sondages, vous n'avez pas le résultat des élections. Donc je le dis, courage les gens. Nous pouvons faire en sorte de faire déjouer absolument tous les pronostics et de réouvrir un horizon heureux pour le pays. Quelques questions d'actualité encore importantes dans les 3 minutes qui nous restent, Mathilde Panot. La Cour pénale internationale a donc émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Il y a un flou juridique, notamment en France. Doit-il, selon vous, être arrêté si d'aventure il posait le pied sur notre sol? Évidemment, il doit être arrêté, et je dois dire que les déclarations qui ont été faites hier, qui expliqueraient qu'il aurait une immunité comme chef de gouvernement d'un État non membre de la CPI, font honte à la France. Parce que c'est absolument faux. C'est l'article 27 de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas d'immunité. Et je le dis d'autant plus que, imaginez le scandale que ça aurait fait à raison si, lorsque la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, on aurait expliqué que Vladimir Poutine pouvait venir sur notre territoire tout en étant un criminel de guerre sans être arrêté. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça suffit maintenant. Vous savez qu'il y a un débat de juristes là, sur ce sujet. Non, alors il y a l'article 27, il n'y a pas d'immunité, ça c'est la première chose. Et je veux juste dire, ça affaiblit le droit international au moment où nous avons plus que besoin de justement renforcer ce droit international. Et le signal qui est envoyé par la France est désastreux. Le signal qui est envoyé, c'est de dire à ceux qui sont criminels de guerre, sortez de la Cour pénale internationale et il ne vous arrivera rien. Ce n'est pas acceptable. Imaginez si on met ça sur tous les traités. Bon, vous comprenez qu'à la fin, il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de normes communes. Bref, il n'y a plus rien qui peut faire en sorte de relier l'humanité entre elles. On lit sous la plume de certains confrères de la presse étrangère qu'il y aurait peut-être un deal lié au cessez-le-feu obtenu avec le Hezbollah, entre Israël et le Hezbollah, un deal avec Benjamin Netanyahou pour obtenir ce cessez-le-feu en échange d'une garantie de ne pas appliquer le mandat d'arrêt. Est-ce que vous allez jusque-là ? Écoutez, je ne sais pas, mais si ça fait partie des négociations, autant je me réjouis du cessez-le-feu qui met fin à la souffrance du peuple libanais, autant je ne peux pas accepter que la France renie ainsi ses engagements internationaux et donne un exemple au monde qui est, je crois, désastreux. Et vous me permettrez de dire juste que le cessez-le-feu, évidemment, la France doit mettre toutes ses forces, notamment pour aider l'armée libanaise pour que ce cessez-le-feu soit pérenne. Ça, c'est la première chose. Et surtout, je veux dire que je suis très inquiète qu'il y ait une intensification encore plus forte du génocide en cours à Gaza. Donc, cessez-le-feu au Liban, c'est une bonne nouvelle. Cessez-le-feu à Gaza est une nécessité, alors que aujourd'hui, Gaza est devenu un cimetière. Mathilde Panot, Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, a donc été arrêté la semaine dernière en Algérie. Vous vous êtes exprimé une fois
fois en réponse à la question d'un confrère pour demander sa libération. Depuis, il est écroué, on l'a appris hier, après son audition par le parquet antiterroriste, il fait appel. Est-ce que vous réitérez, peut-être de manière plus directe, la demande de libération aux autorités algériennes ? De manière plus directe. Je l'ai dit mardi, je l'ai redit encore hier. Évidemment, personne, encore moins un écrivain peut-être, ne doit être en prison et écroué du fait d'un délit d'opinion. Donc oui, je demande sa libération immédiate. Qu'est-ce que ça révèle selon vous du régime algérien ? Beaucoup de choses. Ça montre qu'il y a en Algérie, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque je rappelle que j'avais été soutenir le peuple irakien au moment du Irak et dénoncer les prisonniers de délits d'opinion qui sont du fait des manifestations qui étaient en prison. Donc voilà ce que ça... Une dérive ? Oui, mais bien sûr. Mais vous savez que nous aussi, nous avons des prisonniers politiques, je le dis juste. Pardon ? Nous avons nous aussi des prisonniers politiques. Vous faites un parallèle entre le régime algérien et... Non, je dis juste que, que chaque pays doit regarder et balayer devant sa porte. Mais pardon, à qui faites-vous allusion ? Je demande sa libération immédiate. À qui faites-vous allusion ? Eh bien, je fais allusion, par exemple, au président du FLNKS, donc Kanak, qui se trouve actuellement en prison à 17 000 kilomètres du territoire de la Kanaki. Et donc, il serait bien qu'il y ait un respect des droits humains, dont moi, je ne me bats pas à géométrie variable comme l'extrême droite lorsque c'est dans un pays et pas lorsque c'est dans l'autre. Et que ça serait bien qu'il y ait un respect des droits humains partout et qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques, que ce soit en Algérie, en France ou partout ailleurs. Alors on n'a pas le temps de vous reposer quelques questions, ça aurait sans doute mérité quelques éclaircissements. Mathilde Panot, peut-être aurons-nous l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler de tout ça. Merci d'avoir été avec nous.